Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier qui est paru en 1863. Je vais donc poursuivre cette lecture. Nous en étions à peu près la moitié du chapitre 5 qui s'intitule « Chez Monsieur le Marquis ». Et je vais poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Rebâti à neuf sous le règne précédent, le château de Bruyères se déployait en perspective au bout du jardin, dont il occupait presque toute la largeur. Le style de son architecture rappelait celui des hôtels de la place royale de Paris. Un grand corps de logis et deux ailes, revenant en équerre de façon à former une cour d'honneur, composée une ordonnance, fort bien entendue et majestueuse sans ennui. Les murs de briques rouges reliés aux angles de chêne en pierre faisaient ressortir les cadres des fenêtres également taillés dans une belle pierre blanche. Des linteaux de même matière accusaient la division des étages au nombre de 3. Au claveau des fenêtres, une tête de femme sculptée, à joues rebondies, à coiffure ratifiée coquettement, souriait d'un air de bonne humeur et de bienvenue. Des balustres, pensus, soutenaient l'appui des balcons. Des vitres nettes, brillantes, laissaient à travers la scintillation du soleil levant qu'elles réfléchissaient transparaître vaguement d'amples rideaux de riches étoffes. Pour rompre la ligne du corps de logis central, l'architecte, habile élève d'Androuet, du Cerceau, avait projeté en saillie une sorte de pavillon plus orné que le reste de l'édifice et contenant la porte d'entrée où l'on accédait par un perron. 4 colonnes, couplées, d'ordre rustique, aux assises alternativement rondes et carrées, ainsi qu'on en voit dans les peintures de sieur Pierre-Paul Rubens, si fréquemment employé par la reine Marie de Médicis, supportaient une corniche blasonnée, comme la grille, des armes du marquis et formant la plateforme d'un grand balcon à balustrade de pierre sur lequel s'ouvrait la maîtresse fenêtre du grand salon. Des bossages, vermiculés, à refend, ornaient les jambages et l'arcade de la porte fermée de 2 vantaux, de chêne, curieusement sculptés et vernis, dont les ferrures luisaient comme de l'acier ou de l'argent. Les hauts toits d'ardoise délicatement imbriqués et papelonnés traçaient sur le ciel clair des lignes agréablement correctes, qu'interrompaient avec symétrie de grands corps de cheminée. Sculptés sur chaque face de trophées et autres attributs, de gros bouquets de plomb d'un enjolivement touffu se dressaient à chaque angle de ces toits, d'un bleu violâtre, où par place luisait joyeusement le soleil. Des cheminées, quoiqu'il fût de bonne heure et que la saison n'exigeât pas encore rigoureusement du feu, s'échappaient de petites vrilles de fumée légère, témoignant d'une vie heureuse, abondante, active. Dans cette abbaye de Thélème, les cuisines étaient déjà éveillées. Montés sur des chevaux robustes, des gardes-chasse apportaient du gibier pour le repas du jour. Les tenanciers amenaient des provisions que recevaient des officiers de bouche. Des laquais traversaient la cour, allant porter ou exécuter des ordres. Rien n'était plus gai à l'œil que l'aspect de ce château, dont les murs de briques et de pierres neuves semblaient avoir des couleurs dont la santé fleurit un visage bien portant. Il donnait l'idée d'une prospérité ascendante, en plein accroissement, mais non subite comme il plaît aux caprices de la fortune, en équilibre sur sa roue d'or qui tourne, d'en distribuer à ses favoris d'un jour. Sous ce luxe neuf se sentait une richesse ancienne. Un peu en arrière du château, de chaque côté des ailes, s'arrondissaient de grands arbres séculaires, dont les cimes se nuançaient de teintes safranées, mais dont le feuillage inférieur gardait encore de vigoureuses frondaisons. C'était le parc qui s'étendait au loin, vaste, ombreux, profond, seigneurial, attestant la prévoyance et la richesse des ancêtres.
car l'or peut faire pousser rapidement des édifices. Mais il ne saurait accélérer la croissance des arbres, dont peu à peu les rameaux s'augmentent comme ceux de l'arbre généalogique, des maisons qu'ils couvrent et protègent de leur ombre. Certes, le bon Sigognac n'avait jamais senti les dents venimeuses de l'envie mordre son honnête cœur et y infiltrer ce poison vert qui bientôt s'insinue dans les veines et charrié avec le sang jusqu'au bout des plus minces fibrilles, finit par corrompre les meilleurs caractères du monde. Cependant, il ne put refouler tout à fait un soupir, en songeant qu'autrefois, les Sigognacs avaient le pas sur les bruyères, pour être la noblesse plus antique et déjà notoire au temps de la première croisade. Ce château frais, neuf, pimpant, blanc et vermeil comme les joues d'une jeune fille, adorné de toute recherche de magnificence, faisait une satire involontaire, cruelle, du pauvre manoir délabré, effondré, tombant en ruine au milieu du silence et de l'oubli. Niara. Perchoir de hibou, hospice d'araignée, près de s'écrouler sur son maître désastreux qu'il avait quitté au dernier moment, pour ne pas être écrasé sous la chute. Toutes les années d'ennui et de misère que Sigognac y avait passées défilèrent devant ses yeux. Les cheveux souillés de cendres, couvertes de livrées grises, les bras ballants, dans une attitude de désespérance profonde et la bouche contractée par le rictus du bâillement. Sans le jalouser, il ne pouvait s'empêcher de trouver le marquis bienheureux. En s'arrêtant devant le perron, le chariot tira Sigognac de cette rêverie qui n'avait rien de fort réjouissant. Il chassa, du mieux qu'il put, ses mélancolies intempestives, résorba par un effort de courage viril une larme qui germait furtivement au coin de son œil et sauta à terre, d'une façon délibérée pour tendre la main à Isabelle et aux comédiennes embarrassées de leurs jupes que le vent matinal faisait ballonner. Le marquis de Bruyères, qui, de loin, avait vu venir le cortège comique, était debout sur le perron du château, en veste de velours tanné et chaussures de même, bas de soie gris et souliers blancs à bout carré. Le tout galamment passementé de rubans assortis. Il descendit quelques marches de l'escalier en fer à cheval, comme un hôte poli qui ne regarde pas de trop près à la condition de ses invités. D'ailleurs, la présence du baron de Sigognac dans la troupe pouvait à la rigueur justifier cette condescendance. Il s'arrêta au 3e degré, ne jugeant pas digne d'aller plus loin. Il fit de là, au comédien, un signe de main amical et protecteur. En ce moment, la soubrette présenta à l'ouverture de la banne sa tête maligne et futée, qui se détachait du fond obscur étincelante de lumière, d'esprit et d'ardeur. Ses yeux et sa bouche lançaient des éclairs. Elle se penchait, à demi sortie du chariot, appuyée des mains à la traverse de bois, laissant voir un peu de sa gorge par le pli relâché de sa guimpe. Et comme attendant que l'on vînt à son secours, Sigognac, occupé d'Isabelle, ne faisait pas attention au fin embarras de la rusée coquine qui leva vers le marquis un regard lustré et suppliant. Le châtelain de Bruyères entendit cet appel. Il franchit vivement les dernières marches de l'escalier et s'approcha du chariot pour accomplir ses devoirs de cavalier servant. Le poing tendu, le pied avancé en danseur. D'un mouvement leste et coquet, comme celui d'une jeune chatte, la soubrette s'élança au bord du char, hésita un instant, feignit de perdre l'équilibre, entoura de son bras le col du marquis et descendit à terre avec une légèreté de plume, imprimant à peine sur le sable ratissé la marque de ses petits pieds d'oiseau. « Excusez-moi, » dit-elle au marquis, en simulant une confusion qu'elle était loin d'éprouver. « J'ai cru que j'allais tomber et je me suis retenue à la branche de votre col. Quand on se noie ou qu'on tombe, on se rattrape où l'on peut. Une chute d'ailleurs est chose grave et de mauvaise augure pour une comédienne,
Permettez-moi de considérer ce petit accident comme une faveur, répondit le seigneur de Bruyères, tout ému d'avoir senti contre son sein la poitrine savamment palpitante de la jeune femme. Séraphina, la tête à demi tournée sur l'épaule et la prunelle glissée dans le coin externe de l'œil, avait vu cette scène presque de dos, avec cette perspicacité jalouse des rivales à qui rien n'échappe et qui vaut les 100 yeux d'Argus. Elle ne put s'empêcher de se mordre la lèvre. Zerbine, c'était le nom de la soubrette, par un coup familièrement hardi, s'était poussée dans l'intimité du marquis et se faisait, pour ainsi dire, faire les honneurs du château au détriment des grands rôles et des premiers emplois. Énormité damnable et subversive de toute hiérarchie théâtrale. Hardez un peu cette moricaude. Il lui faut des marquis pour l'aider à descendre de charrette, fit intérieurement la Séraphine, dans un style peu digne du ton maniéré et précieux qu'elle affectait en parlant. Mais le dépit, entre femmes, emploie volontiers les métaphores de la halle et de la grève, fût-elle duchesse ou grande coquette. Jean, dit le marquis, à un valet qui, sur un geste du maître, s'était approché. Faites remiser ce chariot dans la cour des communs et déposez les décorations et accessoires qu'il contient bien à l'abri sous quelque hangar. Dites qu'on porte les malles de ces messieurs et de ces dames aux chambres désignées par mon intendant, et qu'on leur donne tout ce dont ils pourraient avoir besoin. J'attends qu'on les traite avec respect et courtoisie. Allez. Ces ordres donnés, le seigneur de Bruyères remonta gravement le perron, non sans avoir lancé, avant de disparaître sous la porte, un coup d'œil libertin à Zerbine, qui lui souriait d'une façon beaucoup trop avenante au gré de Donna Séraphina, outré de l'impudence de la soubrette. Le char à bœuf, accompagné du tyran, du pédant et du scapin, se dirigea vers une arrière-cour, et avec l'aide des valets du château, on eut bientôt extrait du coffre de la voiture une place publique, un palais et une forêt sous forme de 3 longs rouleaux d'une vieille toile. On en sortit aussi des chandeliers de modèle antique pour les hymens, une coupe de bois doré, un poignard de fer blanc rentrant dans le manche, un écheveau de fil rouge destiné à simuler le sang des blessures, une fiole à poison, une urne à contenir des cendres et autres accessoires indispensables au dénouement tragique. Un chariot comique contient tout un monde. En effet, le théâtre n'est-il pas la vie en raccourci ? Le véritable microcosme que cherchent les philosophes en leur rêvasserie hermétique. Ne renferme-t-il pas dans son cercle l'ensemble des choses et les diverses fortunes humaines, représentées au vif par fiction congruente ? Ces tas de vieilles hardes usées, poussiéreuses, tachées d'huile et de suif, passementées de faux or rougi, ces ordres de chevalerie en paillons et cailloux du Rhin, ces épées de l'antique, aux fourreaux de cuivre, à la lame de fer émoussée, ces casques et diadèmes de formes grégeoises ou romaines, ne sont-ils pas comme la friperie de l'humanité, où se viennent revêtir de costumes, pour revivre un moment à la lueur des chandelles, les héros des temps qui ne sont plus. Un esprit ravalé et bourgeoisement prosaïque n'eût fait qu'un cas fort médiocre de ces pauvres richesses, de ces misérables trésors dont le poète se contente pour habiller sa fantaisie, et qui lui suffisent avec l'illusion des lumières jointes au prestige de la langue des dieux à enchanter les plus difficiles spectateurs. Les valets du marquis de Bruyères, en laquais de bonne maison aussi insolents que des maîtres, touchaient du bout des doigts, et avec un air de mépris, ces guenilles dramatiques qu'ils aidaient à ranger sous le hangar. En plaçant, d'après les ordres du tyran, régisseur de la troupe, il se trouvait un peu dégradé de servir des histrions, mais le marquis avait parlé. Il fallait obéir, car il n'était point tendre à l'endroit des rébellions.
Et il se montrait une générosité asiatique en fait d'étrivière, d'un air aussi respectueux que s'il eût eu affaire à des rois et princesses véritables. L'intendant vint, la barrette à la main, prendre les comédiens et les conduire à leurs logements respectifs. Dans l'aile gauche du château se trouvaient les appartements et chambres destinés aux visiteurs de Bruyères. Pour y parvenir, on montait de beaux escaliers, aux marches de pierre blanche, poncées avec paliers et repos bien ménagés. On suivait de longs corridors d'allées, chaque bout sur lesquels s'ouvraient les portes des chambres désignées d'après la couleur de leur tenture, que répétaient les rideaux de la portière extérieure pour que chaque hôte pût aisément reconnaître son gîte. Il y avait la chambre jaune, la chambre rouge, la chambre verte, la chambre bleue, la chambre grise, la chambre tannée, la chambre de tapisserie, la chambre de cuir de bohême, la chambre boisée, la chambre à fresques et telle autre appellation analogue qu'il vous plaira d'imaginer, car une énumération plus longue serait pas trop fastidieuse et sentirait plutôt son tapissier que son écrivain. Toutes ces chambres étaient meublées, fort proprement et garnies non seulement du nécessaire, mais encore de l'agréable. À la soubrette Zerbine échut la chambre de tapisserie, une des plus galantes pour les amours et mythologies voluptueuses dont la haute lice était historiée. Isabelle eut la chambre bleue, cette couleur seyant aux blondes. Le rouge fut pour Séraphine et la tannée reçut la daigne, comme assortie à l'âge de la compagnonne par la sévérité réfrognée de la nuance. Sigognac fut installé dans la chambre tendue en cuir de bohême, non loin de la porte d'Isabelle. Attention délicate du marquis. Ce logis assez magnifique ne se donnait qu'aux hôtes d'importance, et le châtelain de Bruyères tenait à traiter particulièrement ses baladins, un homme de naissance, et à lui prouver qu'il faisait estime, tout en respectant le mystère de son incognito. Le reste de la troupe, le tyran, le pédant, le scapin, le matamore et le léandre, furent distribués dans les autres logis. Sigognac, mis en possession de son gîte où l'on avait déposé son mince bagage, tout en réfléchissant à la bizarrerie de sa situation, regardait d'un œil surpris, car jamais il ne s'était trouvé en pareille fête, l'appartement qu'il devait occuper pendant son séjour au château. Les murailles, comme le nom de la chambre l'indiquait, étaient tapissées de cuir de bohême, gaufrées de fleurs chimériques et de ramages extravagants, découpant sur un fond de vernis d'or leurs corolles, rinceaux de feuilles enluminées de couleurs à reflets métalliques, luisant comme du paillon. Cela formait une tenture aussi riche que propre, descendant de la corniche jusqu'à un lambris de chêne noir très bien divisé en panneaux, losanges et caissons. Les rideaux des fenêtres étaient de brocatelle, jaune et rouge, rappelant le fond de la tenture et la couleur dominante des fleurs. Cette même brocatelle formait la garniture du lit, dont le chevet s'appuyait au mur et dont les pieds s'allongeaient dans la salle de manière à former ruelles de chaque côté. Les portières, ainsi que les meubles, étaient d'une étoffe semblable et de nuances assorties. Des chaises à dossier carré, à pieds tournés en spirale, étoilées de clous d'or et frangées de crépines. Des fauteuils ouvrant leurs bras bien rembourrés s'étalaient le long des boiseries dans l'attente de visiteurs et marquaient auprès de la cheminée la place des causeries intimes. Cette cheminée en marbre, serrant colin blanc et tachetée de rouge, était haute, ample et profonde. Un feu réjouissant par cette fraîche matinée y flambait fort à propos, éclairant de son reflet joyeux une plaque aux armes du marquis de Bruyères. Sur le chambranle, une petite horloge, figurant un pavillon dont le timbre simulait le dôme, indiquait l'heure de son cadran d'argent, niellé et vidé au milieu et laissant voir la complication intérieure des rouages. Une table,
à pied tordu en colonne salomonique, recouverte d'un tapis de Turquie, occupait le centre de sa chambre. Devant la fenêtre d'une toilette, inclinait son miroir de Venise à biseau, sur une nappe de guipure garnie de tout le coquet arsenal de la galanterie. En se considérant dans cette pure glace curieusement encadrée d'écailles et d'étain, notre pauvre baron ne put s'empêcher de se trouver fort mal en point et dépenaillé d'une manière lamentable. L'élégance de la chambre, la nouveauté et la fraîcheur des objets dont il était entouré rendaient encore plus sensible le ridicule et le délabrement de son costume déjà hors de mode avant le meurtre du feu roi. Une faible rougeur, quoiqu'il fût seul, passa sur les joues maigres du baron. Jusqu'alors, il n'avait trouvé sa misère que déplorable. Maintenant, elle lui semblait grotesque. Pour la première fois, il en eut honte. Sentiment peu philosophique, mais excusable chez un jeune. Voulant s'ajuster un peu mieux, Sigognac défit le paquet où Pierre avait renfermé les minces hardes que possédait son maître. Il déplia les diverses pièces de vêtements qu'il contenait et ne trouva rien à sa guise. Tantôt, le pourpoint était trop long, tantôt, le haut de chose trop court, les saillies des coudes et des genoux, offrant plus de prise au frottement, se marquaient par des plaques râpées jusqu'à la corde. Entre les morceaux disjoints, les coutures riaient aux éclats et montraient leurs dents de fil. Des reprises perdues, mais retrouvées depuis longtemps, bouchaient les trous avec des grillages compliqués comme ceux des Judas de prison ou de portes espagnoles. Fanées par le soleil, l'air et la pluie, les couleurs de ces guenilles étaient devenues si indécises qu'un peintre eut de la peine à les désigner de leur nom propre. Le linge ne valait guère mieux. Des lavages nombreux l'avaient réduit à l'expression la plus ténue. C'étaient des ombres, des chemises plutôt que des chemises réelles. On les eût dit taillées dans des toiles d'araignée du manoir. Pour comble de malheur, les rats, ne trouvant rien au garde-manger, les avaient rongées quelques-unes des moins mauvaises, y pratiquant, avec leur incisive, autant de jours qu'à un collet de guipure, ornement intempestif dont se fut bien passé la garde-robe du pauvre baron. Cette inspection mélancolique absorbait si fort Sigognac qu'il n'entendit pas un coup discrètement frapper à la porte qui s'entrebâilla, livrant passage d'abord à la tête enluminée, puis au corps obèse de Messé Blasius, lequel pénétra dans la chambre avec force, révérence exagérée et servilement comique, ou comiquement servile, dénotant au respect moitié réel, moitié fin. Quand le pédant arriva près de Sigognac, celui-ci tenait par les deux manches et présentait à la lumière une chemise fenestrée comme la rose d'une cathédrale, et il secouait la tête d'un air piteusement découragé. « Corbac, dit le pédant, dont la voix fit tressaillir le baron surpris. Cette chemise a la mine vaillante et triomphale, on dirait qu'elle est montée à l'assaut de quelque place forte sur la propre poitrine du dieu Mars, tant elle est criblée, perforée, ajourée, glorieusement par mousquetades, carreaux, dards, flèches et autres armes de jet. Il n'en faut pas rougir, baron. Ces trous sont des boucles par lesquelles se proclame l'honneur. Est-elle toile de frise ou de Hollande toute neuve et gaudronnée à la dernière mode de la cour cache souvent l'infamie d'un bellitre parvenu, concussionnaire et simoniaque. Plusieurs héros considérables dont l'histoire rapporte au long des gestes, n'étant point trop bien fournis en linge, témoin Ulysse, personnage grave, prudent et subtil, lequel se présenta vêtu seulement d'une poignée d'herbes marines à la tant belle princesse Nausicaa, comme il appert en l'Odyssée du sieur d'Homérus. Par malheur,
répondit Sigognac au pédant. Mon cher Blasius, je ne ressemble à ce brave grec, roi d'Ithaque, que par le manque de chemise. Mes exploits antérieurs ne compensent point ma misère présente. L'occasion a fait défaut à ma vaillance, et je doute que je sois jamais chanté des poèmes en vers hexamétriques. J'avoue que cela me fâche étrangement, bien que l'on ne doive pas avoir vergogne d'une pauvreté honorable, de paraître ainsi accoutré parmi cette compagnie. Le marquis de Bruyères m'a bien reconnu, quoiqu'il n'en ait fait monstre. Il peut trahir mon secret. Cela est, en effet, on ne peut plus fâcheux, répliqua le pédant. Mais il y a remède à tout. Fort à la mort, comme dit le proverbe. Nous autres, pauvres comédiens, ombre de la vie humaine et fantômes des personnages de toutes conditions, à défaut de l'être, nous avons au moins le paraître, qui lui ressemble comme le reflet ressemble à la chose. Quand il nous plaît, grâce à notre garde-robe où sont tous nos royaumes, patrimoine et seigneuries, nous prenons l'apparence des princes. Ô baron, gentilhomme de fière allure et de galante mine. Pour quelques heures, nous égalons en bravoure d'ajustement ceux qui s'en piquent le plus. Les blondins et petits maîtres imitent nos élégances empruntées que de fausses, ils font réelles. Substituant le drap fin à la serge, l'or au clinquant, le diamant à la marcassite, car le théâtre est école des mœurs et académie de la mode. En ma qualité de costumier de la troupe, je sais faire d'un pleutre un Alexandre, d'un pauvre diable recrue de fortune un riche seigneur, d'une coureuse une grande dame. Et si vous ne le trouvez point mauvais, j'userai de mon industrie à votre endroit, puisque vous avez bien voulu suivre notre sort vagabond, usé du moins de nos ressources. Quittez cette livrée de mélancolie et de misère, qui obombre vos avantages naturels et vous inspire une injuste défiance de vous-même. J'ai précisément en réserve dans un coffre un habit fort propre en velours noir, avec des rubans feu, qui ne sent point son théâtre et que pourrait porter un homme de cour. Car c'est aujourd'hui une fantaisie fréquente chez les auteurs et poètes de mettre à la scène des aventures du temps, sous nom supposé, qui exigent des habits d'honnêtes gens et non de baladins extravagamment déguisés à l'antique ou à la romanesque. J'ai la chemisette, les bas de soie, les souliers à bouffettes, le manteau, tous les accessoires de costume qui semblent taillés exprès sur votre moule comme par prévision de l'aventure. Rien n'y manque, pas même l'épée. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée. À très bientôt.